Bienvenue chers explorateurs et chères exploratrices de la psyché, ou en passe de le devenir. Aujourd'hui, je souhaite te partager un moment personnel, celui où est né le désir d'écrire l'Odyssée des archétypes. Ce désir est né d'un élan, d'un besoin de remettre certaines choses à leur place. Car si on parle de la psychologie analytique et notamment de Carl Gustav Jung et même des archétypes, ces mots se vident parfois de leur substance, de leur essence même. Prenons l'exemple du héros. Dans nos contes anciens, il traversait des épreuves initiatiques, il affrontait ses ombres et revenait transformé. Aujourd'hui, dans beaucoup de sagas modernes ou de blockbusters de ces dernières années, le héros s'est dilué en une bande de compagnons au pouvoir spectaculaire, sans véritable quête intérieure, le bien et le mal s'y confondent dans le même personnage, et l'initiation disparaît derrière les effets spéciaux. Et c'est précisément cette essence-là oubliée que j'ai voulu retrouver et transmettre. Alors j'ai voulu proposer autre chose, inviter chacun à rencontrer les archétypes en face à face, pas comme dans des concepts abstraits, mais des présences vivantes qui nous habitent, et qui peuvent nous transformer, personnellement, et au quotidien. Donc bien sûr j'ai parlé des archétypes classiques, mais j'ai voulu explorer deux thèmes essentiels, l'individuation et l'ombre, parce que Jung l'avait pressenti, la grande question du XXIe siècle, c'est celle du mal. C'est pour ça que j'ai convoqué des figures sombres de notre culture populaire comme Hannibal Lecter, Dexter Morgan, des personnages qui fascinent et effraient à la fois, comme tout archétype. Car au-delà de la fascination du mal, il y a une vérité que l'on oublie trop souvent. Si nous ne voyons pas ces parts en nous, alors elles finissent par nous posséder. Et quand elles ne s'expriment pas à l'intérieur, elles se projettent à l'extérieur. C'est là qu'elle alimente le théâtre du monde avec ses violences, ses perversions et ses guerres. Heureusement, il n'y a pas que cela, mais cette part d'ombre existe et elle croît, elle se nourrit. Alors, ce livre, c'est ma façon de dire, ce combat-là entre lumière et ténèbres, il commence toujours à l'intérieur de soi. Donc écrire l'Odyssée des archétypes a été assez intense, très intense en réalité. Chaque archétype vit dans notre inconscient collectif et donc dans notre psyché. Pour que le lecteur puisse aller à sa rencontre, il a fallu que je les traverse moi aussi. Et je fais ça depuis pas mal d'années. Certains chapitres ont été éprouvants parce que le contact avec un archétype, c'est comme dirait Marie-Louise von France, du haut voltage. Ce sont des énergies particulières, puissantes, qui peuvent vous traverser tout entier. Elles demandent un engagement profond, c'est un vrai face-à-face intérieur. Il y a eu aussi des moments particuliers et joyeux, notamment l'archétype du trickster. Dans une de mes formations, en parlant de lui, j'ai voulu dire qu'il était espiègle, mais sous son influence, le mot m'est venu comme une contraction, espiège, entre espiègle et piège. Un mot qui n'existe absolument pas, espiège. Alors bien sûr qu'il était un clin d'œil parfait du trickster lui-même, une petite espièglerie glissée dans mon texte. D'ailleurs, je n'ai pas souhaité le corriger dans ma formation écrite, mais dans le livre, là, j'ai redoublé d'attention. Pas question que ce trickster, ce fripon, se cache dans mes pages sans que je le voie. Certains chapitres m'ont galvanisé comme un véritable combat créatif. Ce n'était pas un affrontement brutal, mais une lutte patiente, exigeante, presque un corps à corps silencieux avec les mots. Et parfois j'avais l'impression que ce n'était même pas les mots que je combattais, mais avec l'archétype lui-même, qui voulait que je trouve la façon juste de l'incarner sur les pages. Avec ma dyslexie, chaque phrase était une ascension en soi. Les heures de relecture s'enchaînaient, relire, corriger, déplacer, puis relire encore, beaucoup de relecture, dans un effort parfois assez épuisant. Et demander à un ami de relire un texte encore inachevé, c'est aussi se confronter au regard extérieur sur quelque chose d'encore fragile, pas encore prêt, et ce qui est en soi délicat. Mais il y avait plus que la technique. Écrire sur un archétype, ce n'est pas le décrire de l'extérieur, c'était lui faire une place pour qu'il parle à travers moi, à travers les pages, et par moments, c'était l'archétype lui-même qui résistait à la plume. Traduire son essence en mots demandait de longues heures d'approche et de justesse. Je me souviens d'une journée entière passée seulement sur 3 paragraphes. Pas parce qu'ils étaient mauvais, mais parce que je sentais qu'ils n'étaient pas encore tout à fait justes. Alors j'ai tourné les phrases, j'ai changé les mots, j'ai déplacé les idées, encore et encore et encore. À un moment, j'avais envie de tout effacer et de repartir à zéro, mais je savais que je tenais quelque chose, et que c'était à moi de m'ajuster et de me mettre au rythme de l'archétype. Et puis, à un moment donné, à un instant précis, tout s'est aligné, les mots, le rythme, le sens, la présence. C'était comme atteindre un sommet d'une montagne après une longue ascension, et voir enfin le paysage s'ouvrir devant soi. Où on se dit, ça y est,
je l'ai fait, j'ai réussi. Un autre aspect marquant de cette écriture, ce sont les moments de synchronicité. Plus classique pour moi, parce que je travaille beaucoup avec les rêves, il y a eu donc ce rêve très clair qui n'a duré que 5 secondes à peu près, une fraction de seconde, où une voix me disait simplement « La vision d'Akira est juste ». Et ce n'était pas anodin, parce que j'étais justement en plein doute sur la dernière partie dite hybride du tome 2, ou plus précisément sur un personnage d'un chapitre. Pour tout Jungien, ce genre de message onirique est normal, mais il n'en reste pas moins précieux. Et il y a eu aussi un autre moment où j'étais encore sur l'écriture du chapitre concernant l'archétype de l'amant. Je monte dans ma voiture, j'allume la radio, et là il y a une chanson qui passe, c'est « Le temps est bon ». Je sais pas ça si c'est le titre exact. Je vais pas vous le chanter non plus, je vais vous épargner ça. Mais les premiers mots que j'entends, c'est « Mes deux amants sont beaux comme les arbres fous, mes deux amants sont doux, doux, doux ». Puis ensuite, le temps est bon, le ciel est bleu, j'ai deux amis qui sont aussi mes amoureux. Je suis sûre que vous la connaissez, on a dû l'entendre durant l'été. Et là, je me suis dit, bon, c'est extrêmement intéressant comment la vie répond, et à quel point les archétypes ne sont pas que des concepts, ce sont des présences qui parfois viennent se glisser dans notre monde éveillé, pour ne pas dire réel, juste pour nous rappeler qu'ils sont bien présents. Et ensuite, plus curieux encore, il y a eu ce SMS inattendu, envoyé par erreur, par une personne que je ne connaissais pas, juste ces mots, « La frise est ok ». À première vue, rien d'extraordinaire, sauf que, pile à ce moment-là, j'étais en train d'hésiter à retirer la frise chronologique du livre à cause des contraintes du format Kindle. Et ce message a suffi à ce que je me dise, en fait, non, je vais la garder, finalement je la laisse, elle va s'intégrer, et j'ai réussi à l'intégrer. Donc ce sont ces petites choses, ou pas finalement, je pense que ce sont quand même des grandes choses, mais elles donnent l'impression que parfois le livre s'est construit aussi à travers un véritable dialogue avec le monde, et que l'inconscient collectif est à l'œuvre. Bon voilà, c'était un petit peu pour les coulisses de l'Odyssée des archétypes, donc c'est pas seulement mon voyage, c'est aussi et surtout une invitation au vôtre. Dans l'Odyssée des archétypes, vous trouverez bien plus qu'une simple description de figures symboliques et d'archétypes. J'ai intégré des tableaux comparatifs pour aider à comprendre les liens entre différentes figures et traditions. J'ai également créé un test qui permet d'identifier quel archétype vous anime le plus à un instant donné de votre vie. Et pour aller plus loin, chaque chapitre est conçu comme une rencontre vivante avec son récit, ses symboles, le dialogue en face à face, la fameuse rencontre, et une fiche de fin claire et limpide qui donne des pistes pour intégrer cette figure en fait particulière dans votre chemin personnel. Mon souhait est que ce livre ne se lise pas seulement, mais en fait qu'il se vive, que ce soit vraiment un chemin d'initiation, de rencontre, d'éveil, pourquoi pas de questionnement, en tout cas d'intériorisation, d'approfondissement. Et si vous voulez jeter un œil avant l'achat, j'ai mis le chapitre complet, notamment sur le Trickster, à disposition gratuitement sur mon site internet, donc sur engelJustine.com. Vous pouvez le lire en entier et vous faire une idée de l'univers du livre. L'Odyssée des archétypes, volume 1 et volume 2 sont disponibles dès maintenant sur Amazon, en version Kindle et au format brochet. Je te remercie pour ton écoute, pour ta présence, et pour le reste, à toi de jouer.